En fait, moi j'étais en train d'écouter la radio et le moment où vous avez dit qu'on avait en fait voilà une espèce de double identité et que on avait une identité familiale, enfin on se comportait avec nos proches d'une façon. Et ce que j'ai compris, c'est que à l'extérieur on se comporte d'une autre façon et moi j'avais l'impression que j'étais trop dedans en fait. D'accord. Ouais, donc du coup vous êtes reconnu dans ça. Voilà, d'accord. Exactement. Vous voulez nous parler un petit peu de vous? Alors, qui vous êtes, de quelle origine êtes-vous, comment vos parents sont venus en France, ou est-ce vous qui êtes venu en France? Enfin, dites-nous tout. Moi j'ai 34 ans, je suis d'origine marocaine. Oui. Moi en fait, mon père il a fait ses études au Maroc et il est venu en France par les écoles françaises pour faire tourneur. D'accord. Donc dans un contexte professionnel, pour des raisons économiques, d'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Votre maman est venue en même temps que lui ou elle l'a rejoint? Elle l'a rejoint. D'accord. Et puis moi je suis marié, j'ai une fille, je travaille et puis. Alors comment vous vous sentez dans votre identité de Français? En fait, moi je suis vachement intéressé par la psychologie parce que j'ai lu quand même pas mal de bouquins là-dessus et puis c'est comme si j'avais besoin d'une thérapie à un moment donné en fait. Ouais. Pour savoir, j'ai un ami qui m'a envoyé un SMS avec un petit bout de texte d'un livre qui s'appelle Les triomphes de la psychologie, les prodigieuses victoires de la psychologie. Voilà. Oui. D'un homme qui s'appelle Pierre Daco. D'accord. Vous connaissez peut-être? Non. Il n'est pas spécialement connu dans la question de l'interculturalité, ça ne me dit rien, mais c'est pas grave. En fait, c'était que sur la psychologie, et puis du coup, je me suis intéressé, et puis ça m'a parlé. Est-ce que ça vous a apaisé, ça a rassuré des choses en vous, ça vous a permis de comprendre certaines de vos réactions? Ça a répondu à plein de questions, en fait. D'accord. Ok. Par exemple? En fait, c'était toute l'histoire du conscient et de l'inconscient, des archétypes et tout ça. Des fantômes, des cryptes. Voilà, et puis comment que l'identité se faisait par rapport aux archétypes du père, de la mère, de l'ombre et tout ça. Oui. Et du coup, ça répondait à mes questions en fait. Et j'ai compris c'était quoi les projections. Et puis voilà, par exemple, j'avais une partie où ça parlait de l'ombre et qui disait que on reconnaissait son ombre en regardant les personnes qu'on n'aime pas en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, il disait que si maintenant une personne elle est un peu timide, comme moi par exemple, elle n'aime pas les autres timides. En fait. Oui, c'est ce qu'on appelle l'identification projective. D'accord, voilà. Mais vous, c'était plus en termes d'ombre? Parce que ça me... Voilà, c'est ça que je l'ai compris en fait. On reconnaissait son ombre en voyant en fait les défauts chez les autres. En fait, c'est des projections, des défauts qu'on avait. Oui, c'est l'identification projective. D'accord, d'accord, très bien. Est-ce que vous êtes au clair avec donc je vous repose la question avec le fait d'être marocain quand vous allez au Maroc, comment ça se passe? En fait, moi j'allais au Maroc quand j'étais petit. Ouais. Après, j'y suis retourné, mais plus rarement. Tous les 4-5 ans, j'y retournais. Et là, ça fait peut-être 6 ans que je suis pas retourné. Et c'est vrai que quand j'y vais, en fait, comment dire, c'est comme si je voyais pas en fait d'avenir là-bas. En fait, moi, je me vois pas retourner vivre là-bas, par exemple. Vous dites une chose importante. Vous dites, je me vois pas retourner vivre là-bas. Vous n'y avez jamais vécu. Pourquoi retourner? Non, j'ai jamais vécu, mais vous voyez comment on est le porteur d'un bagage extrêmement lourd en tant qu'enfant de migrants. Vous portez en vous ce qu'on appelle la mémoire transgénérationnelle. Vous portez l'histoire de vos parents en vous. Vous n'allez pas retourner. Si vous allez au Maroc, vous serez un immigré. Concrètement. Ouais. Eh ben oui. Vous serez un immigré puisque vous allez changer de pays et changer de terre. Voilà, en fait c'est justement comme je disais, vous avez mis le doigt sur l'histoire des deux identités. En fait, c'est à ça que je pense. Je sais pas que je me sens pas ici chez moi, mais je sens que c'est pas mon histoire en fait. En fait, c'est une toute nouvelle histoire. D'accord. Vous connaissez l'histoire du Maroc et de la France ou pas? Je vous invite à la découvrir. Du Maroc pas avec pas la France. Avec la France.
Du Maroc avec la France. Oui. La relation entre le Maroc et la France. Oui, enfin, quand je dis ça, c'est plus l'histoire de la des migrations des Marocains entre le Maroc et la France. Comment se sont fait les premières migrations? Non, moi, à part la vie de mon père, je connais pas l'histoire entre le Maroc et la France. D'accord. Je me suis pas intéressé. Il est venu, mais il faut s'intéresser. C'est votre identité. C'est votre identité. Comment? C'est même pas que je ne me suis pas intéressé, c'est que j'ai pas fait de recherche là-dessus en fait. Moi j'ai fait des recherches un peu plus sur la civilisation arabe, on va dire. Non, intéressez-vous à l'histoire de l'immigration marocaine. C'est important parce que ça va vous aider à comprendre l'histoire de votre père. Ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est joué pour lui, pourquoi la France. Et c'est extrêmement important parce que ça a eu un impact sur votre conception et sur l'éducation que vos parents vous ont donnée. C'est à partir des années, si je dis pas de bêtises, les années 1910 qu'on peut situer vraiment le début du mouvement migratoire des Marocains vers la France. Et ce n'est que entre 1914 et 1918 que on commençait à compter les premiers travailleurs marocains. Ils étaient à peu près 15 000. La vraie migration, elle est devenue très importante pour les Marocains à partir des années 1970. Alors je sais pas en quelle année votre papa est venu. C'est ça, mon père il est venu en 68. D'accord, donc il est venu vraiment pendant la période de la grosse vague d'immigration. Donc c'était la période où on venait en France pour gagner de l'argent. Est-ce que vous savez si votre papa, en venant en France, il avait ce qu'on appelle en psychologie le mythe du retour? Est-ce qu'il a évoqué, il faut l'interroger, est-ce qu'il avait le projet de retourner au pays, de ne pas finir sa vie ici? Bah oui, en fait moi mon père il a construit une maison là-bas et tout, et il a passé sa vie à la construire au Maroc. Et pour lui c'était il pensait pas même nous on se marie ici, qu'on connaît des enfants ici, je pense. Ils n'avaient pas le projet forcément de rester s'installer définitivement ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il va retourner au pays ou pas? Même mon père, il me dit on a nos terres là-bas et tout, faudrait y penser et tout. Est-ce qu'il veut mourir là-bas? Est-ce qu'il va être enterré là-bas? Vous savez pas? Non, je sais même pas. Ah, vous posez des questions. Mais oui, mais c'est important, Medjed, parce que c'est son histoire. C'est son histoire unique. Si je ne connais pas mes racines, voilà. Faut s'interroger parce que si je ne connais pas mes racines, si je suis pas stable au niveau de mes fondations, comment je peux aller de l'avant et je peux avancer dans ma vie. C'est juste indispensable sur le plan de son identité de savoir l'histoire de son papa, de sa maman. Comment votre maman est venue en France, dans quel contexte? Alors, question très importante, excusez-moi, mais c'est aussi pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent eux aussi se questionner par le biais de votre témoignage. Est-ce que votre maman parlait le français? Est-ce qu'elle savait lire et écrire? Ma mère, elle sait lire et écrire, elle parle français. Par contre, elle a tout appris ici. Elle a tout appris ici, en fait, ouais. Comme beaucoup de mamans. Donc, elle a appris après votre naissance? Alors moi de souvenirs, j'ai toujours vu lire, mais pas lire, comprendre un livre quoi, mais au moins lire les mots, les phrases. Mais si elle reçoit un courrier, c'est nous qui. Voilà. Bah oui. Voilà. C'est vraiment très important également alors ça, moi je vous dis ça pour vous, mais là aussi c'est pour tous nos auditeurs. C'est extrêmement important de savoir dans quel contexte, où en était ma mère au moment de son immigration, comment elle a vécu son arrivée en France, comment elle l'a ressenti, parce que ça a eu un impact, ça a eu un impact sur votre construction psychique, parce que le contexte d'arrivée des épouses des travailleurs migrants, il est déterminant sur la construction psychique de leurs enfants, parce que très souvent ce sont des femmes qui étaient plus ou moins ou même plus autonomes dans leur pays. Elles se déplaçaient, elles faisaient leurs papiers, elles étaient autonomes, sauf que lorsqu'elles sont devenues des mères migrantes, elles ont souvent manqué d'étayage, de soutien. Quand elles ont dû s'installer en France, elles comptaient que sur le mari. Il y a peut-être moyen d'avoir des témoignages aussi de personnes qui ont vécu ça. N'hésitez pas,
en tout cas. Hein. Très souvent, ces épouses, elles avaient vraiment un grand espoir qui s'est soldé par les désillusions. Moi, combien j'ai de femmes en consultation, de mamans, hein, qui me disent, je suis venue ici, je pensais que j'allais tout trouver, j'ai rien trouvé. Je me suis retrouvée toute seule. J'arrivais pas à m'occuper de mes enfants, j'arrivais pas à faire les papiers, j'arrivais pas à parler. Je comprenais pas la logique du système de l'école, de la sécu, de la CAF, etc. Elles devaient accomplir des tâches pour lesquelles elles n'étaient pas préparées et souvent, malheureusement, et c'est une réalité, les enfants devenaient les parents de leurs parents. C'était à eux de traduire les papiers, c'est à eux de faire les démarches. Mais ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile pour un enfant de devenir le parent de ses parents. Parce que ça l'empêche, parce que ça, c'est un contexte très particulier où ça l'empêche de grandir, d'apprendre et de grandir normalement. Les parents, c'est pas de leur faute. Ils vont investir l'enfant. Ils vont même le contraindre parfois à réussir. Il reste 30 secondes. Oui, mais excusez-moi. Le contraindre à réussir et c'est effectivement un peu dommageable. Et en plus, très souvent, le premier enfant, alors moi, là aussi c'est pour nos auditeurs, interrogez-vous. Très souvent, le premier enfant, c'est celui sur lequel on va projeter tous nos désirs, toutes nos attentes, on va vraiment le surinvestir. Et très souvent, ce premier enfant, c'est celui qui présente le plus de symptômes. Je parle des enfants migrants. Bon, alors on aura peut-être des enfants migrants qui pourront témoigner par rapport à ça. Oui, monsieur, pardon. Vous vouliez rajouter quelque chose, une dernière chose, allez-y. Oui, en fait, c'était pour dire que ça correspond parce que ce qu'elle disait, c'est moi j'ai ma grande sœur qui s'occupait de tout. Ah, voilà. Et c'est vrai qu'elle était surchargée, et puis il y a un jour, elle est partie, quoi. C'est ça, parce que cette situation-là très particulière fait que ce sont des enfants qui sont beaucoup plus vulnérables sur le plan psychologique et qui risquent donc beaucoup plus de développer une souffrance à l'âge adulte. On a dans l'adolescence déjà et une souffrance à l'âge adulte. Ça c'est vrai ça. Merci beaucoup de votre témoignage monsieur parce que vous avez fait preuve de vraiment beaucoup de quoi. Et puis cette recherche là moi qui m'a épaté. Je vous invite encore une fois à lire l'histoire le contexte historique de l'immigration de votre papa en France. OK, vous m'avez dit à partir de 1910. 70. Oui, ça a commencé déjà en 1914 mais la première grosse vague d'immigration c'était en 70. Ouais, c'est celle de mon père. Voilà. Super. Merci beaucoup, monsieur Hachimi, de nous avoir appelé. Puis vous êtes le bienvenu quand vous voulez, en tout cas.